Cette joueuse, personne ne la connaît. Pourtant, elle a accompli dans le tennis quelque chose qu'aucune autre joueuse n'a fait. Je parle bien de la légende australienne Margaret Court, qui a remporté 24 titres du Grand Chelem en simple et 40 en double. Avec un tel palmarès aujourd'hui, Margaret Court serait une superstar. Pourtant, sachez qu'elle marche dans la rue en toute tranquillité, parce que les exploits de Margaret Court ne datent pas d'hier. Mais en 20 ans de carrière, Margaret a littéralement révolutionné le tennis féminin en gagnant tous les plus grands tournois à de nombreuses reprises et contre toutes celles qui osaient se mettre au travers de son passage. Alors certes, il y a un demi-siècle, l'époque était bien différente, la concurrence aussi, mais rendez-vous compte, 24 titres du Grand Chelem, c'est du jamais vu. Même l'immense Serena Williams n'a pas réussi à faire aussi bien, à une unité près. Seul Djokovic, chez les hommes, a égalé ce record en s'imposant à l'US Open en 2023. Un record qu'il peut toujours battre, lui qui est encore en activité. Mais Margaret Court peut largement être considérée comme la plus grande joueuse que le tennis ait connue. Pourtant, aujourd'hui, son nom reste dans l'ombre. Alors comment Margaret Court a marqué son époque et pourquoi une telle légende est si méconnue? Réponse tout de suite. Margaret Smith Court est née le 16 juillet 1942 à Albury, une ville au sud-est de l'Australie. Et Margaret Court, c'était une évidence. Enfant, elle avait déjà cette passion pour le tennis. Elle frappait des balles contre le mur de son garage sans compter les heures. Et en grandissant, Margaret, elle avait énormément d'avance sur les filles de son âge. Le club de tennis d'Albury se trouvait juste en face de chez elle. Et Margaret, avec des amis, accédait au court arrière par un trou dans la haie où ils pouvaient jouer librement tant que la balle n'atteignait pas le fond du court. Et pour s'assurer que la balle n'atteigne pas le fond du court, Margaret pratiquait sans le savoir le coup qui allait la conduire à devenir la meilleure joueuse du monde, la volée. Son talent était évident. Le directeur du club de tennis, qui s'est déjà retrouvé à chasser Margaret des cours de tennis, a commencé à l'entraîner gratuitement. Et la magie a très vite opéré, parce que les femmes du club de tennis ne pouvaient pas rivaliser avec ses services puissants et son jeu solide. Donc Margaret, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Et bah cet écart entre elle et les autres l'a poussée à s'entraîner avec des hommes. Donc imaginez un peu le tennis qu'elle s'est forgé. Imaginez l'avance monumentale qu'elle a prise, en scoltinant le tennis des hommes avec une balle beaucoup plus puissante et consistante. Et c'est le champion australien Frank Sedgman qui a remporté 5 titres du Grand Chelem, notamment 2 fois l'Open d'Australie, qui a fortement recommandé au directeur du club d'envoyer Margaret aux essais pour le championnat des filles de moins de 19 ans. Donc ce soutien, cette émulation, cette atmosphère positive de progression a vraiment renforcé la confiance de Margaret. Elle a 17 ans, on est en 1959, et elle a vite intégré le circuit, mais un circuit qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un circuit où sur le papier, Margaret n'est qu'une amatrice. Alors dans les années 60, comment c'était le tennis féminin? Il faut savoir qu'on était dans l'ère pré-Open, une ère où avant 1968, donc le début de l'ère Open, le tennis était divisé en deux clans. Celui des amateurs, les amateurs qui disputaient les plus gros tournois, comme les tournois du Grand Chelem, mais sans être payés. Ces tournois ne distribuaient pas de prize money. Et on avait l'autre clan, celui des professionnels, qui eux étaient payés par des promoteurs pour jouer des matchs d'exhibition ou participer à des circuits privés. Sauf que chez les femmes, cette séparation était un peu moins marquée qu'au sein du tennis masculin, mais elle existait quand même. Et du coup, très peu de joueuses passaient professionnelles avant l'ère Open, parce que les opportunités de gagner de l'argent étaient très limitées. Le tennis féminin souffrait d'une sous-médiatisation par rapport au tennis masculin, et puis les joueuses étaient souvent cantonnées à des rôles stéréotypés, et les performances sportives étaient parfois éclipsées par des considérations esthétiques ou sociales. Par conséquent, la plupart des grandes championnes restaient amatrices, ce qui fut le cas pour Margaret Court, qui a dû évoluer avec ce statut d'amatrice. Même si au fond, son niveau de jeu incroyable faisait d'elle une professionnelle. Mais à cette époque, c'était pas le niveau de jeu qui faisait de toi une amatrice ou une professionnelle. C'était ce que tu voulais faire de ta carrière, les tournois que tu voulais jouer, et bien évidemment l'aspect financier aussi. Donc on a un circuit professionnel bien moins populaire que le circuit traditionnel amateur, où on a Roland-Garros, Wimbledon, mais sur ce circuit amateur, on a beaucoup moins d'argent. Même si de nombreux amateurs et amatrices recevaient des compensations cachées, notamment des frais de déplacement ou d'hébergement, offerts par les organisateurs. Donc un circuit que Margaret a intégré dès 1959 à l'âge de 17 ans. Et très vite, l'Australienne a montré qu'elle était différente. Elle a fait parler toute la passion qu'elle a pour le tennis et l'avance fulgurante qu'elle a par rapport à ses concurrentes.
L'arrivée de Margaret a fait très mal. Sa première participation en Grand Chelem, c'est à l'Open d'Australie, à domicile, en 1959. Une défaite au deuxième tour que depuis tout le monde a oublié, parce que la suite fait vraiment peur. En 1960, c'est-à-dire un an après son arrivée sur le circuit, elle remporte l'Open d'Australie. Mais ça c'est rien, parce que le tournoi, elle l'a remporté 7 fois d'affilée, jusqu'en 1966. Et au total, elle a remporté l'Open d'Australie 11 fois. Du gros délire. Donc Margaret Court a construit sa légende chez elle, devant son public. Elle a dominé Melbourne comme personne auparavant, et à chaque début d'année, le tournoi était pour elle. Ce qui fait un petit point commun avec Novak Djokovic, dont on va reparler bien évidemment. Entre-temps, Margaret Court a étoffé son palmarès parce qu'elle a tout gagné. Elle a remporté Roland-Garros à 5 reprises, Wimbledon à 3 reprises et l'US Open à 5 reprises. Ce qui fait au total 24 titres du Grand Chelem en simple. Et ce qu'il faut mettre en lumière, c'est sa précocité. Quand elle remporte son premier Grand Chelem, elle a encore 17 ans. Et avec tous ces titres remportés, vous vous doutez bien qu'elle a réalisé des petits chelems, c'est-à-dire remporter 3 des 4 majeurs dans l'année. Elle réalise un petit chelem en 1962, alors qu'elle a que 20 ans, un deuxième en 1965, à 23 ans, mais Margaret Court a ensuite pris sa retraite anticipée, encouragée par son mari, alors qu'elle avait que 24 ans. Et c'est le même qui l'a repoussée sur les cours, et pour le meilleur, parce qu'après un troisième petit chelem en 1969, l'année 1970 signe son apogée. Margaret Court remporte les 4 tournois du Grand Chelem. C'est la première chez les femmes à avoir accompli l'exploit dans l'Air Open, parce que ça y est, depuis 1968, on a basculé dans cette nouvelle ère, où les professionnels peuvent participer au tournoi du Grand Chelem, et Margaret, elle était injouable. Elle était connue pour sa polyvalence, forcément, même si à l'époque on joue 3 des 4 majeurs sur gazon, mais il y avait quand même Roland-Garros sur terre battue pour contrebalancer. Sa puissance avec son service et sa volée, puis son endurance exceptionnelle, le fait de s'être entraîné avec des hommes a énormément joué sur sa capacité à encaisser les matchs. Et lors de ce Grand Chelem en 70, le plus grand moment, c'était très certainement à Wimbledon, où elle bat en finale Billie Jean King au terme d'un match fou sur le score de 14-12, 11-9. Et oui, à cette époque, il fallait 2 jeux d'écart pour l'emporter. Et ce qui est fou dans la carrière de Margaret Court, c'est qu'elle a tout connu. La preuve, en 1971, elle tombe enceinte, donc elle stoppe, mais elle est revenue avec l'ambition d'être la meilleure joueuse du monde en tant que maman. Chose qu'elle a réussi moins d'1 an après son retour, parce qu'elle a réalisé son 4e petit chelem en carrière, en 1973. Néanmoins, en 73, c'est sa dernière saison au sommet, parce qu'elle a beaucoup joué, et ce que je vous ai pas dit, c'est que Margaret Court, elle a également triomphé en double, et en double mixte. On parle de 19 majeurs remportés en double, et 21 en double mixte, le tout avec des partenaires différents. Donc il faut bien se rendre compte qu'en l'espace de 15 ans, Margaret Court a fait du tennis féminin une dictature. Vous voyez le niveau de domination de Nadal à Roland-Garros ou de Djokovic à l'Open d'Australie? Bah elle a fait ça sur 15 ans, sur tout le circuit, quasiment. 60 titres du Grand Chelem, toute épreuve cumulée. En simple, 24 majeurs remportés sur 47 participations. Donc on est sur un Grand Chelem remporté sur 2 jouets. Donc le ratio est exceptionnel. Donc en plus d'avoir le record de Grand Chelem avec 24 titres, elle a fait preuve d'une efficacité incroyable. Mais quand on évoque Margaret Court, il faut parler plus globalement de la domination australienne. Parce qu'à l'époque, chez les hommes, on avait aussi un certain Rod Laver, qui a marqué le tennis masculin, qui a réalisé 2 fois le Grand Chelem. Je vous ai fait une vidéo qui revient en détail sur sa carrière et ses accomplissements, n'hésitez surtout pas à aller la voir, elle est juste là. Mais on remarque que l'armada australienne a envahi les palmarès pendant plus de 2 décennies. Entre 1952 et 1973, 14 champions australiens se sont partagés 57 majeurs sur les 88 possibles, soit près des 2 tiers. Donc on a une domination qui donne le vertige, une domination qui n'a pas été stoppée par le passage à l'Air Open. C'est plus l'émergence de Connors et de Borg en 1974 qui sont venus stopper cette hégémonie. Donc Margaret Court a martyrisé la concurrence. Mais d'ailleurs, elle a tout gagné parce qu'elle était trop forte ou parce que la concurrence n'était pas au rendez-vous? Eh oui, il faut en parler. On peut pas juste dire 24 titres du Grand Chelem, record. Il faut aller voir dans le détail pour voir que Margaret Court a évolué dans un tennis féminin encore en développement, où plusieurs facteurs réduisaient l'intensité de la concurrence par rapport à aujourd'hui. À commencer par le manque de profondeur du circuit féminin, où le circuit n'était pas aussi globalisé ni professionnalisé qu'aujourd'hui. Il y avait peu de joueuses de haut niveau capables de rivaliser régulièrement. Donc le vivier de talent était beaucoup plus restreint, ce qui réduisait mécaniquement la densité de la concurrence. Ensuite, Margaret Court a remporté 11 de ses 24 grands chelems à l'Open d'Australie. Et à l'époque, ce tournoi attirait beaucoup moins de joueuses internationales que les autres grands chelems. L'Australie, c'est super loin, et à l'époque, les voyages intercontinentaux, c'était très difficile. D'ailleurs, je vous ai fait une autre vidéo qui revient sur l'histoire de l'Open d'Australie et qui explique pourquoi à l'époque, ce tournoi manquait en attractivité. C'est juste là. Et donc concrètement, Margaret Court a eu comme plus grande rivale la brésilienne Maria Bueno, l'une des premières grandes stars internationales du tennis féminin, 7 grands chelems remportés, mais elle a été freinée par des blessures récurrentes, ce qui a limité sa rivalité avec Court. On a évidemment Billie Jean King, probablement la rivale la plus marquante de Margaret Court. L'américaine a remporté 12 titres du grand chelem en simple, la moitié de Court, donc l'australienne est sortie gagnante
gagnante de cette rivalité, 22-10 dans les confrontations, puis King qui a connu des grosses difficultés face à Court. Court qui était plus puissante et plus endurante. On peut citer une Yvonne Goolagong, australienne, qui a remporté 7 grands chelems, dont 4 quand Court jouait, mais pareil, c'était en dessous. Donc la carrière de Margaret Court a coïncidé avec une période où elle était largement au-dessus, tennistiquement comme physiquement. Alors attention, cette partie ne sert pas du tout à minimiser le palmarès et la carrière de Margaret. C'est juste qu'on parle d'une période lointaine, donc une période où le tennis en était à un tout autre stade de développement. Donc on cherche juste à expliquer dans quelles circonstances Court a autant gagné. Parce que si on parle du tennis féminin en 2025, ou du tennis moderne globalement, la concurrence semble beaucoup plus intense, et pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on a un élargissement du vivier de talent, où ça peut pas venir du monde entier, mais presque. Vous prenez Hans Jaber, Qin Wenzheng, Coco Gauff, Swiatek, Sabalenka, c'est la preuve que les championnes peuvent venir de partout, pas à l'époque de Margaret Court. Donc des pays auparavant absents du tennis féminin produisent aujourd'hui des championnes. Et depuis l'ère Open, le tennis féminin c'est devenu une industrie. On a eu une professionnalisation qui a entraîné une hausse des moyens, qui elle-même a entraîné une hausse du niveau de jeu global. À l'époque de Court, on est dans l'amateurisme, avec des conditions basiques pour s'entraîner et progresser. Donc aujourd'hui, on a plusieurs joueuses de haut niveau qui se disputent chaque majeur, et les dernières grandes championnes comme les Williams, Henin, Sharapova, Barty ou Osaka ont dû rivaliser avec des tableaux très relevés, pas Margaret Court, ou pas avec des tableaux aussi relevés. Donc Margaret Court, grande légende, rien à dire, mais le tennis féminin était bien différent. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses, de sujets profonds sur ce sport. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Et donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ces 24 majeurs, c'est un record inatteignable ou est-ce que c'est possible de repousser cette limite? Évidemment, il y en a un qui pourrait répondre à cette question. C'est Novak Djokovic qui détient le record avec Court. Pour Margaret Court, c'est un record impressionnant, mais contextuel comme on l'a vu. Mais pour gagner 24 grands chelems, quelle que soit l'époque, il faut être très très fort sur toutes les surfaces. Parce que pour en gagner le plus possible, autant être un prétendant au titre pour chaque majeur. Serena Williams a remporté 23 titres du grand chelem dans une ère beaucoup plus compétitive, ce qui explique pourquoi son palmarès est souvent perçu comme peut-être plus impressionnant, malgré le fait qu'elle ait une unité de retard sur Margaret Court. Mais la longévité et la domination de Serena sur plusieurs générations de joueuses illustrent une concurrence plus rude. Maintenant, question toute simple. Est-ce que le record va être battu? Chez les hommes comme chez les femmes, est-ce que ça va être possible pour un joueur ou pour une joueuse de gagner 25, 26, 30 grands chelems? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Selon moi, plusieurs choses. Le tennis est de plus en plus physique. L'énergie qu'il faut déployer en 2025 pour remporter un majeur n'a rien à voir avec ce qu'il fallait faire il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans. Donc sur le papier, l'exploit est plus difficile. Mais dans le même temps, les conditions ont évolué et les carrières se prolongent. Margaret Court a mis fin à sa carrière à 31 ans. Aujourd'hui, une championne qui arrête à 31 ans, on lui dit « Qu'est-ce qui se passe? T'aimes plus le tennis ?» Donc la possibilité de gagner plus que 24 grands chelems est plus importante parce qu'une joueuse a plus de longévité et donc plus d'occasions de gagner plus de majeurs. Et moi je pense que de manière générale, les records sont faits pour être battus, quels qu'ils soient. Même s'il y a quelques records qui je pense qui ne seront jamais battus, comme les 14 Roland-Garros de Rafa, la grande majorité des limites dans le tennis vont être repoussées. Même celle des trois dingues. Alors ça peut être avec la génération qu'on a actuellement, donc chez les hommes Alcaraz-Sinner, et honnêtement, en ce moment on doit mettre Alcaraz dans l'équation comme potentiel futur recordman de Grand Chelem, parce qu'il est dans les clous. À 21 ans et 8 mois, Nadal avait remporté 3 Grands Chelems, Djokovic 1 et Federer 0. Carlos Alcaraz en a déjà 4. Donc pourquoi pas? Si Yannick Sinner a une grosse longévité et se blesse pas trop, faut voir jusqu'où il peut aller. Sinon ce sera les générations suivantes. Mais 24 Grands Chelems, il suffit de tomber sur un joueur vraiment au-dessus du lot, et ça peut aller assez vite. Si le joueur en question est injouable sur dur, bah déjà il peut se faire 2 grands chelems par an, assez facile, plus quelques Roland-Garros et Wimbledon par-ci par-là, et il peut atteindre la vingtaine. Plus facile à dire qu'à faire, mais vous avez compris. Et puis chez les femmes, bah pour cette génération, Swiatek Sabalenka, on va pas se mentir, c'est quasiment cuit. Arina Sabalenka, 26 ans, 2 grands chelems, honnêtement on peut déjà oublier. Et à part si Swiatek carbure, parce qu'à 23 ans elle en a déjà 5 quand même, donc c'est très bien. Mais ça va être très dur, parce qu'il va falloir durer et aller en choper 20 de plus. Mais donc si Margaret Court l'a fait, et que Serena Williams s'en est très fortement rapprochée, alors gagner 24 grands chelems, c'est possible dans l'absolu. Faut juste une joueuse, beaucoup plus forte que sa concurrence, et qui a une longévité suffisamment importante pour y arriver.
Vous l'avez compris, Margaret Court a une place très particulière dans l'histoire. C'est celle qui a réussi à remporter le plus de titres qui sont les plus prestigieux dans le tennis. C'est comme Pelé dans le foot avec ses 3 coupes du monde, hein. T'es tout en haut. Mais comme Pelé, Margaret Court, ça date pas d'hier. Mais le fait que son exploit commence à dater ne doit pas diminuer l'impact. Court a été une pionnière du tennis féminin. Elle a dominé son époque grâce à un physique supérieur, grâce à une polyvalence folle. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'ancienneté de Margaret Court joue en sa défaveur. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on retient d'elle à part le chiffre 24. Qu'est-ce que Margaret Court vous évoque? Qu'est-ce que vous avez en tête? Quels sont vos souvenirs d'elle? Absolument rien, j'en suis quasi sûr. Alors que pour Serena, qu'on a tous vu jouer et qui a marqué des générations, là les souvenirs fusent, et sa légende risque de durer, contrairement à celle de Court qui s'est déjà estompée. D'autant plus que Margaret Court, qui a 82 ans, a fait parler d'elle dans son après-carrière, et pas pour le meilleur. En 1973, donc à la fin de sa carrière, elle s'est convertie au pentecôtisme, un mouvement chrétien évangélique, et après sa conversion, elle a consacré sa vie à la foi. Elle a fondé en 1995 l'église Victory Life Centre à Perth, en Australie, où elle occupe le rôle de pasteur principal. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur son site internet, hein, tout est très bien expliqué. Mais son rapport si étroit à la religion a pu causer des controverses, avec des prises de position sur des sujets sociétaux et politiques, notamment quand elle s'est opposée publiquement au mariage homosexuel, où elle a déclaré que le mariage devait rester une union entre un homme et une femme, en se basant sur sa lecture stricte de la Bible. Elle a aussi tenu des propos jugés discriminatoires sur la transidentité ou les droits LGBT, où elle nous a quand même sorti que les transsexuels étaient une création du diable et non de Dieu. Là, ça va quand même assez loin. Donc certains l'ont aimé pour son franc-parler et dit religieux, mais beaucoup d'autres, évidemment, l'ont critiqué. Et en raison de ces prises de position, on a plusieurs grosses personnalités du tennis comme Navratilova ou Billie Jean King qui ont demandé que le nom de la Margaret Court Arena à l'Open d'Australie soit changé. Parce que oui, l'Open d'Australie a renommé un des 3 courts principaux Margaret Court Arena. Alors le tournoi a décidé de garder le nom, tout en ayant pris des distances avec les opinions de Margaret, mais elle s'est aussi exprimée quand Serena a pris sa retraite, où beaucoup plaçaient Serena comme la GOAT. Et là on a senti de la jalousie presque, où elle nous a sorti des phrases comme « Serena a joué 7 ans de plus que moi ». Personnellement, j'ai terminé au début de la trentaine. Ou alors, après mon premier bébé, j'ai gagné 3 des 4 majeurs. Et Serena n'a pas gagné un majeur depuis qu'elle a eu un bébé. Donc tout un tas de réactions qui font d'elle un peu la grand-mère aigrie, dépassée, et frustrée de ne pas être reconnue à sa juste valeur. Donc j'espère que tous ces éléments vous donnent un peu une idée du pourquoi l'héritage de Margaret Court est aussi peu impactant aujourd'hui. C'est qu'on a une championne que personne n'a vu jouer, qui a profité d'un circuit bien différent d'aujourd'hui, et qui en plus nous fait des sorties très très maladroites. Donc après, à chacun de séparer la joueuse, la championne, la légende de la femme, ou pas. En tout cas, c'est une légende, hein, c'est une grande championne qui a marqué le tennis, et quand on parle des tout meilleurs, essayons de ne pas l'oublier. Voilà, c'était l'histoire de Margaret Court, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous laisse avec cette vidéo où on revient sur l'incroyable rivalité entre Djokovic et Nadal. Prenez soin de vous, ciao!